Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain, spécialiste de l'URSS et de la Russie, auteur de La mystérieuse ascension de Vladimir Poutine aux éditions du Rocher et de l'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Bartilla. On a envie de vous demander qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, si vous avez quelques éléments d'appréciation. Eh bien, les éléments d'appréciation, c'est que je crois que depuis très longtemps, Vladimir Poutine est très contrarié par l'attitude des Occidentaux à l'égard de la Russie et à son égard. En 2002, lorsqu'a été créé le Conseil Russie-OTAN, Vladimir Poutine, et d'ailleurs il l'a dit, il était persuadé que la Russie était entrée d'une certaine manière, non pas réellement dans l'OTAN, mais dans une sorte de grande alliance qui irait de Vancouver à Vladivostok et qui couvrerait l'hémisphère nord. Et il avait besoin d'une certaine manière de cette alliance, justement parce que la grande menace pour la Russie, ce n'était pas tant, et ce n'est toujours pas tant l'Occident, mais plutôt la Chine. Et il a été déçu par les Occidentaux qui, à chaque fois, l'ont rejeté, à chaque fois se sont retirés d'accords qui, pour lui, étaient les pierres angulaires de la sécurité. Et depuis quelques années, il demande aux Occidentaux de manière répétée de réfléchir à la sécurité de l'Europe et de lancer des négociations sur ce que l'on pourrait faire, etc. Comme ça avait été fait à l'époque soviétique, dans les années 70, au moment de la grande conférence d'Helsinki. En fait, c'était ça son but. Comme on ne lui répondait pas, eh bien, il a amassé des troupes de manière à se faire entendre. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont clairement établi que les accords de Minsk étaient caducs. Ce sont eux qui ont cassé les accords de Minsk. Lorsque le président Macron, revenant de Moscou, est allé à Kiev, le président Zelensky lui a fait savoir que la structure qu'il avait mise au point avec Poutine la veille ne valait rien parce que les accords de Minsk ne seraient pas respectés par l'Ukraine et que donc une éventuelle conférence à 4 format Normandie qui était dans la tête du président Macron tombait à l'eau. Et à partir de ce moment-là, je crois que Vladimir Poutine a pris la décision de reconnaître le Donbass, puisque de toute manière, il n'y avait plus rien à faire. Et je crois que c'est plutôt la lassitude que l'on a perçue dans le discours qui n'était pas très convaincant d'une certaine manière, mais qui de l'autre côté donnait des arguments au peuple russe pour dire « Regardez, nous avons fait de notre mieux ». Et c'est vrai que en 2015, au moment de la signature des accords de Minsk, et même un peu avant, Vladimir Poutine avait demandé aux républiques sécessionnistes de ne pas proclamer leur indépendance, mais de demander l'autonomie à l'Ukraine. Et le plan des accords de Minsk, c'était de faire une Ukraine confédérale ou fédérale, ou du moins avec des républiques disposant d'une large autonomie, non pas seulement dans le Donbass, mais également en Transcarpathie ou dans d'autres provinces. Je me tourne à nouveau vers vous, en vous prévenant qu'à tout moment, je peux vous couper la parole, bien entendu, si le président Biden, lui, la prend, ce qui ne devrait maintenant apparemment ne plus tarder, et en direct sur BFM TV. On a une impression d'impunité absolue du président russe en ce moment. C'est-à-dire qu'il se sent libre de faire ce qu'il veut, même si par ailleurs on semble traduire une forme d'isolement. Est-ce que c'est quelque chose que vous identifiez ? Pas exactement dans ces termes. Effectivement, le président Poutine se sent libre de faire beaucoup de choses, peut-être pas tout ce qu'il veut, mais en tout cas, il avance progressivement sur un plan qui a été établi, mais en laissant toujours une porte de sortie qui n'est pas toujours saisie par ses opposants, par ses adversaires. Je crois que jusqu'à la visite du président Macron à Moscou, Vladimir Poutine ne savait pas réellement ce qu'il allait faire après. Et ce n'est que là, lorsqu'il s'est heurté au refus
de l'Ukraine et aux accusations récurrentes des États-Unis sur l'invasion imminente, etc., qu'il a dit bon ben on va agir, et il a agi de cette manière. Mais effectivement, il est très difficile de cerner quelle est la part d'impulsivité et la part de réflexion en lui. Mais c'est un homme réfléchi, indiscutablement. Qu'il soit paranoïaque ou non, ça, c'est très difficile à déterminer. Qu'il soit dans une bulle ou non, c'est également assez difficile à voir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que son objectif ces derniers mois, c'était donc de faire ouvrir des négociations sur la sécurité en Europe. Or, à chaque fois qu'il a essayé, il s'est heurté à une fin de non-recevoir, en particulier des Américains. Peut-être pas tellement des Européens, de la France et de l'Allemagne, qui ont été beaucoup plus raisonnables de ce point de vue-là. La France et l'Allemagne ont toujours entretenu entrouverte la porte du dialogue. En revanche, les Américains et les Ukrainiens n'ont pas essayé de, comment dirais-je, de saisir cette possibilité, et c'est ça qui produit la crise actuelle. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'une fois que le Donbass est souverain aux yeux de Moscou, l'un des grands objectifs est atteint, dans la mesure où l'Ukraine amputée du Donbass, mais pas officiellement, puisque l'Ukraine continue de réclamer non seulement le Donbass, mais également la Crimée, elle n'est pas en état de faire acte de candidature à l'OTAN, puisque les États qui ne sont pas stables ne peuvent pas y adhérer.